Chapitre 7. Vannes de conditionnement de la vapeur. Passons maintenant à Introduction et base. Dans ce chapitre, nous allons vous présenter les vannes de conditionnement de la vapeur. Ces vannes se divisent principalement en trois catégories. Les dispositifs de désurchauffage pour réduire la surchauffe de la vapeur, les vannes de conditionnement de la vapeur pour ajuster simultanément la pression et la température, et les systèmes de bypass de turbine. La vapeur surchauffée est une excellente source d'énergie pour la production de puissance mécanique. Cependant, dans la pratique, il est souvent plus utile d'utiliser de la vapeur dont la température a été considérablement réduite pour être proche du point de saturation. C'est notamment le cas pour la plupart des applications de transfert thermique. Le contrôle précis de la température est nécessaire pour trois raisons. Premièrement, pour améliorer l'efficacité du chauffage. Deuxièmement, pour éliminer la surchauffe involontaire lors des processus d'étranglement. Et troisièmement, pour protéger les produits ou les équipements en aval contre les dommages thermiques. L'une des méthodes pour abaisser la température consiste à installer un désurchauffeur. Un désurchauffeur est un dispositif qui injecte une quantité d'eau contrôlée et prédéterminée dans le flux de vapeur afin d'en réduire la température. Pour réaliser cela efficacement, le désurchauffeur doit être correctement conçu et sélectionné en fonction de l'application. Bien qu'il puisse paraître simple dans sa conception, le désurchauffeur doit s'intégrer à une grande variété de variables thermiques et dynamiques de flux complexes pour être efficace. Le contrôle de la quantité d'eau, et donc de la température de la vapeur, utilise une boucle de régulation de température. Cette boucle se compose de trois éléments. D'abord, un dispositif de détection de température installé en aval. Ensuite, un contrôleur qui interprète la température mesurée par rapport au point de consigne souhaité. Et enfin, la transmission d'un signal proportionnel à un ensemble vannes de contrôle d'eau et actionneur pour doser la quantité d'eau nécessaire. Le succès ou l'échec de l'installation d'un désurchauffeur particulier dépend de plusieurs facteurs physiques, thermiques et géométriques. Parmi les facteurs influençant la performance du désurchauffeur, certains sont évidents et d'autres plus discrets. Cependant, tous impactent, à des degrés divers, la performance de l'équipement et du système dans lequel il est installé. Le premier facteur, et probablement le plus important pour un fonctionnement efficace du désurchauffeur, est de choisir la conception appropriée pour l'application respective. Les désurchauffeurs existent sous toutes les formes et tailles, et utilisent diverses techniques de transfert d'énergie et techniques mécaniques pour atteindre la performance souhaitée dans les limites de l'environnement du système. La figure 7 à une montre plusieurs variantes d'installation de désurchauffeurs. Les différences entre les types de désurchauffeurs disponibles et les performances attendues seront traitées séparément plus tard. Ceci montre une configuration d'installation typique d'un dispositif de désurchauffage pour réguler la température de la vapeur. Passons maintenant à technique désurche. Examinons les paramètres physiques qui affectent la performance d'un système de désurchauffage. Ceci inclut l'orientation de l'installation, la température de l'eau de pulvérisation, la taille de la tuyauterie, la vitesse de la vapeur, ainsi que le turn-down de l'équipement par rapport au turn-down du système. Parmi ceux-ci, l'orientation de l'installation est un facteur souvent négligé, mais critique pour la performance du système. Un placement correct du désurchauffeur peut avoir un impact plus important sur le fonctionnement que le style de l'unité elle-même. Pour la plupart des unités, l'orientation optimale se trouve dans une tuyauterie verticale avec un flux dirigé vers le haut. Or, cela est à l'opposé de la plupart des installations observées aujourd'hui dans l'industrie. D'autres facteurs d'orientation incluent les raccords de tuyauterie, les coudes et tout autre type d'obstruction de tuyauterie existant en aval du point d'injection de l'eau. La figure 7A1 illustre les variations de l'installation d'un désurchauffeur. Le deuxième aspect technique est la température de l'eau de pulvérisation. La température de l'eau de pulvérisation peut avoir un impact significatif sur la performance du désurchauffeur. Bien que cela aille à l'encontre de la convention logique, l'eau à haute température est plus avantageuse pour le refroidissement. À mesure que la température de l'eau de pulvérisation augmente, les caractéristiques d'écoulement et thermique s'améliorent, ce qui influence les points suivants. L'augmentation de la température de l'eau de pulvérisation améliore concrètement trois éléments. La distribution de la taille des gouttelettes, la chaleur latente de vaporisation et le taux de vaporisation. Lorsque la température de l'eau de pulvérisation augmente, ces trois domaines sont améliorés, ce qui optimise la performance globale du système. Par ailleurs, la quantité d'eau injectée a un effet directement proportionnel sur le temps de vaporisation. Le processus de transfert thermique dépendant du temps,
La quantité d'eau de pulvérisation influencera donc le temps nécessaire pour atteindre une vaporisation complète et la stabilité thermique. Pour déterminer la quantité d'eau de pulvérisation requise, QW, en fonction du débit de vapeur d'entrée, Q1, on utilise un bilan thermique simple. L'équation est la suivante. La masse de QW est égale au produit de Q1 par la différence entre H1 et H2, le tout divisé par la différence entre H2 et HW. Ici, Q est le débit massique en pph et H représente les valeurs d'enthalpie respectives à l'entrée, à la sortie et pour l'eau de pulvérisation. La figure 7A2 illustre la pénétration du jet. Cela indique la profondeur à laquelle l'eau de refroidissement pulvérisée pénètre dans le flux principal de vapeur. Je vais maintenant vous présenter la méthode pour calculer la quantité d'eau de pulvérisation sur la base du débit de vapeur de sortie Q2, lors du dimensionnement initial du désurchauffeur. Contrairement au calcul basé sur le débit d'entrée Q1, Q2 correspond au débit de sortie, c'est-à-dire la combinaison du débit de vapeur d'entrée et de l'eau de pulvérisation de désurchauffage. Dans ce cas, le débit massique d'eau de pulvérisation QW est obtenu en multipliant Q2 par le rapport entre la différence H1, H2 et la différence HW, H1. Pour effectuer le calcul de base du CV pour le dimensionnement, il est nécessaire de convertir le QW massique en QW volumétrique. Avec les unités anglaises, la conversion s'effectue en multipliant le QW massique par 0,147 et en divisant par la densité de l'eau de pulvérisation ρ-BAW. Ici, le QW volumétrique est exprimé en GPM et ρ-BAW et la densité de l'eau de pulvérisation en LBM FT3. Après cette conversion, le CV pour chaque condition est calculé en multipliant la racine carrée du rapport entre le QW volumétrique et la densité relative SG par la pression différentielle delta PDSH aux bornes du désurchauffeur proposé. SG est la densité relative de l'eau de pulvérisation et delta PDSH est la différence de pression aux bornes du désurchauffeur. Lors de la conception d'une nouvelle installation de désurchauffeur, un autre point crucial pour garantir des performances optimales est la taille de la tuyauterie. Plus le diamètre de la ligne est important, plus on doit prêter attention à la vitesse de pénétration du jet et à sa couverture dans le flux, comme illustré à la figure 7C. Certains désurchauffeurs à injection monopoint ne possèdent pas assez d'énergie au niveau de la buse pour disperser le jet sur toute la section transversale du flux dans la tuyauterie. En conséquence, le profil de pulvérisation s'effondre et une stratification thermique se produit, créant un noyau central sous-refroidi entouré de vapeur surchauffée. Abordons maintenant la résolution de la stratification thermique et l'influence de la vitesse de la vapeur. Le phénomène de stratification disparaît généralement après que le flux a subi plusieurs changements de direction dans la tuyauterie, mais cela n'est pas toujours possible compte tenu des limites du système de contrôle ou du procédé. Le placement approprié d'unités multibuse à haute énergie dans les conduites de large diamètre permet normalement d'empêcher la formation de stratification thermique. La vitesse maximale et minimale de la vapeur a un impact direct sur la réussite du mélange de l'eau, car la vitesse détermine le temps de séjour disponible pour que l'eau se mélange à la vapeur. Si la vitesse maximale est trop élevée, il se peut qu'il n'y ait pas assez de temps pour le mélange avant que l'eau ne rencontre un obstacle, tel qu'un coude ou un thé. La vitesse maximale idéale se situe généralement entre 150 et 250 pieds par seconde, soit 46 à 76 mètres par seconde. Si la vitesse minimale est trop faible, la turbulence diminue et les gouttelettes d'eau ont tendance à ne plus rester en suspension dans la vapeur et à retomber. En règle générale, la vitesse minimale de la vapeur permettant à l'eau de rester en suspension est d'environ 30 pieds par seconde, soit 9 mètres par seconde. Pour les applications à des vitesses plus faibles, un mélange approprié peut être obtenu avec des désurchauffeurs utilisant un venturi ou de la vapeur d'atomisation. L'un des concepts les plus galvaudés et mal compris dans le domaine du désurchauffage est le turn-down. Appliqué à un élément de contrôle final, comme une vanne, le turn-down est simplement le rapport entre le débit maximal et minimal contrôlable. Le turn-down est parfois utilisé comme synonyme de rangeabilité, mais leur signification exacte diffère considérablement lors de comparaisons de performances réelles. Je vais maintenant vous présenter la nature de la rangeabilité d'un désurchauffeur ainsi que les éléments annexes à prendre en compte. Le désurchauffeur n'étant pas un élément de contrôle final, ses performances sont directement liées à l'environnement du système. La rangeabilité réelle du système dépend davantage des paramètres du système que des variations de débit empirique de l'équipement. Une fois ce point compris,
Il devient évident qu'un bon désurchauffeur ne peut pas compenser les défaillances d'un système mal conçu. Par conséquent, les équipements doivent être évalués selon leurs propres mérites et pondérés en conséquence. Grâce à l'amélioration de la technologie de conception des buses, les chemisages de tuyauterie sont désormais rarement nécessaires. Toutefois, selon la qualité particulière de la source d'eau, des filtres en ligne peuvent être requis. Les calculs et recommandations précédents fournissent les informations nécessaires pour sélectionner la conception et la taille appropriée du désurchauffeur. Passons maintenant à type de buse. Je vais vous présenter les critères de sélection d'un désurchauffeur et le premier modèle représentatif, la conception à buse à géométrie fixe. La sélection s'appuie sur diverses conditions d'application, telles que la rangeabilité de la plage de charge minimale à maximale, la vitesse minimale de la vapeur, la longueur du tuyau droit et la distance jusqu'au capteur de température après le désurchauffeur, la taille de la tuyauterie de vapeur, et enfin la pression différentielle entre l'eau et la vapeur. Parmi les conceptions types, la conception à buse à géométrie fixe, illustrée à la figure 7A3, est un désurchauffeur à atomisation mécanique simple doté d'une ou plusieurs buses de pulvérisation à géométrie fixe. Elle est destinée aux applications présentant des variations de charge quasi constantes, avec une rangeabilité allant jusqu'à 5h1 et permet une atomisation correcte même avec des vitesses d'écoulement de vapeur aussi basses que 14 pieds par seconde dans des conditions optimales. L'installation standard de ce type d'unité s'effectue via un T de raccordement à bride sur une conduite de vapeur de 6 in. Ou plus. Voici le schéma de conception détaillé d'une buse ayant une géométrie fixe, sans modification structurelle. Je vais maintenant aborder les limites d'application et le mode de régulation de la conception à buse fixe. En raison de sa structure simple, cette conception n'est généralement pas proposée pour les applications nécessitant un CV élevé, c'est-à-dire pour des injections à grand débit. De plus, comme l'unité elle-même ne dispose pas de fonction de régulation du débit d'eau, une vanne de régulation d'eau externe doit être installée. Cette vanne externe dose le débit d'eau d'injection en se basant sur le signal envoyé par un capteur de température installé dans la conduite de vapeur en aval. En d'autres termes, elle adopte une structure de boucle de régulation de température où la vanne de régulation d'eau externe s'ouvre et se ferme selon la température mesurée pour déterminer la quantité d'eau injectée. Je vais vous présenter la conception à buse à géométrie variable. La figure 7A3 montre la buse fixe vue précédemment, tandis que la figure 7A4 présente la conception à buse variable dont nous allons parler. La conception à buse variable est également un désurchauffeur à atomisation mécanique, mais elle utilise une ou plusieurs buses de pulvérisation à géométrie variable actionnées par contre-pression. Grâce à cette géométrie variable, l'unité peut gérer des applications nécessitant un contrôle sur des variations de charge modérées, avec une rangeabilité allant jusqu'à 20h1. Les performances d'atomisation sont optimales même à une vitesse de vapeur aussi basse que 14 pieds par seconde. L'installation standard s'effectue via un T de raccordement à bride sur une conduite de vapeur de 8 in. Ou plus, et contrairement au modèle fixe, elle est disponible pour les exigences de CV élevées. Ceci montre la structure de conception de la buse variable, dont la forme peut être modifiée selon les conditions de fonctionnement. Je vais maintenant vous présenter la conception autonome. Tout d'abord, la conception à buse variable précédente dose le débit d'eau via une vanne de régulation d'eau externe, sur la base du signal du capteur de température de la conduite de vapeur en aval. À l'inverse, la conception autonome, comme illustrée à la figure 7A5, se caractérise par l'intégration à l'intérieur de l'unité des fonctions habituellement assurées par une vanne de régulation d'eau externe. Cet élément de régulation interne possède un clapet qui se déplace à l'intérieur d'une cage sous l'effet d'un actionneur, lequel reçoit le signal du capteur de température de la conduite de vapeur en aval. L'eau ainsi dosée est acheminée vers là où les buses à géométrie variable et est atomisée lors de son entrée dans la conduite de vapeur. Il s'agit d'un mode de conception indépendant qui fonctionne de manière autonome, sans dispositif auxiliaire externe. Je vais maintenant vous expliquer les caractéristiques de performance de la conception autonome. Grâce à la coordination étroite entre l'élément de contrôle intrinsèque et là où les buses à géométrie variable, cette unité peut gérer des variations de charge allant de modérées à élevées. La rangeabilité peut atteindre 25,1. La performance d'atomisation est également assurée de manière appropriée, même avec des vitesses de flux de vapeur aussi basses que 14 pieds par seconde dans des conditions optimales. L'installation standard de ce type d'unité s'effectue via un T de raccordement à bride sur une conduite de vapeur de 8 pouces ou plus, et elle répond aux exigences de CV de niveau modéré.
Je souhaite vous présenter la conception à atomisation par la vapeur. La figure 7X montre la conception autonome vue précédemment, et la figure 7A6 montre la conception assistée par la vapeur que nous allons expliquer. L'élément clé de cette conception est l'utilisation de vapeur à haute pression pour atomiser l'eau de pulvérisation de manière rapide et complète. Elle est donc particulièrement utile dans les conduites de vapeur ayant une faible vitesse de vapeur. La vapeur d'atomisation, dont la pression est généralement le double ou plus que celle de la ligne de vapeur principale, rencontre l'eau dans la chambre de la buse de pulvérisation. À ce moment, l'énergie de la vapeur d'atomisation en expansion fragmente l'eau en gouttelettes très fines. Ces gouttelettes plus petites permettent une conversion plus rapide en vapeur et permettent à l'eau de rester en suspension dans un flux à faible vitesse de vapeur, permettant ainsi une vaporisation complète. Il s'agit d'un mode de conception assisté par la vapeur qui utilise le flux de vapeur pour améliorer les performances de régulation. Je vais poursuivre avec le champ d'application et les exigences supplémentaires de la conception à atomisation par la vapeur. Grâce à l'utilisation de vapeur haute pression pour l'atomisation, cette conception permet de mélanger l'eau à la vapeur de manière appropriée même à des vitesses très basses, environ 4 pieds par seconde, soit 1,2 mètres par seconde, dans des conditions optimales. La plage de réponse aux variations de charge est également très large, avec une rangeabilité pouvant atteindre 50. 1. L'installation standard s'effectue via un T de raccordement à bride sur une conduite de vapeur de 8 pouces ou plus, et elle est disponible pour des exigences de CV modérées. Cependant, cette conception nécessite une vanne de régulation d'eau externe pour doser le débit d'eau en fonction du signal d'un capteur de température situé en aval de la ligne de vapeur, et doit également être équipée d'une vanne on-off séparée pour l'alimentation en vapeur d'atomisation. Nous allons maintenant aborder la conception waffer assistée par la géométrie. Cet appareil a été initialement développé pour les conduites de vapeur de petit diamètre, moins de 6 pouces, où l'installation d'un désurchauffeur de type insertion était impossible. La structure elle-même est de forme waffer, s'installant en étant insérée entre deux brides de la conduite de vapeur. Le point clé est le venturi à gorge de diamètre réduit. Grâce à ce venturi, l'eau est pulvérisée complètement tout autour du waffer, et la pulvérisation s'effectue simultanément en plusieurs points via des trous percés ou de petites buses. De plus, le venturi augmente la vitesse de la vapeur au point d'injection, ce qui améliore les performances d'atomisation et de mélange, fonctionnant correctement même à une faible vitesse de vapeur d'environ 10 pieds par seconde, soit 3 mètres par seconde, dans des conditions optimales. Voici le schéma de conception waffer optimisant l'écoulement grâce à l'application d'une géométrie spéciale. Pour résumer les performances de la conception waffer vue précédemment, elle permet un contrôle des variations de charge modérée avec une rangeabilité allant jusqu'à 20h1. Elle peut être installée sur des conduites de vapeur de 1 à 24 pouces et répond aux exigences de CV de niveau modéré. Toutefois, ce système nécessite séparément une vanne de régulation d'eau externe pour doser l'alimentation en eau en recevant le signal du capteur de température de la ligne de vapeur en aval. Je vais maintenant vous présenter les vannes de conditionnement de vapeur. Une vanne de conditionnement de vapeur est un dispositif utilisé pour réduire simultanément la pression et la température de la vapeur au niveau requis pour une application donnée. Ces applications traitent souvent des pressions et des températures d'entrée élevées et nécessitent des réductions significatives de ces deux propriétés. Par conséquent, il est préférable qu'elles soient fabriquées avec un corps forgé et assemblé, capable de mieux résister aux charges de vapeur à des pressions et températures élevées. Je vais vous expliquer les avantages d'un corps forgé. Par rapport au corps de vanne coulée, les matériaux forgés permettent des contraintes de conception plus élevées, une structure de grain améliorée et une intégrité matérielle intrinsèque. De plus, la construction forgée permet aux fabricants de proposer plus facilement des classes allant jusqu'à la classe 4500, ainsi que des classes intermédiaires et spéciales, comparativement au corps de vanne coulée. En raison des changements extrêmes et fréquents des propriétés de la vapeur résultant de la réduction de la température et de la pression, la conception du corps de vanne forgé et fabriqué permet l'ajout d'une sortie élargie. Cette sortie élargie permet de contrôler la vitesse de la vapeur en sortie lorsque la pression est réduite. De même, comme la pression de sortie est réduite, la conception forgée et fabriquée permet aux fabricants d'attribuer des classes de pression différentes aux. Passons maintenant à vanne conditionne. Raccordement d'entrée et de sortie afin de mieux correspondre à la tuyauterie adjacente. J'aimerais maintenant vous présenter les avantages de l'intégration des fonctions de réduction de pression et de désurchauffage dans une seule vanne, plutôt que dans deux dispositifs séparés. Tout d'abord,
Les raccordements d'entrée et de sortie peuvent être ajustés pour mieux correspondre à la tuyauterie adjacente. De plus, le mélange de l'eau de pulvérisation est amélioré grâce à l'utilisation optimale de la zone d'expansion turbulente située en aval des éléments de réduction de pression. La rangeabilité est également améliorée et la réduction du bruit est accrue grâce à l'effet d'atténuation supplémentaire produit par l'injection de l'eau de pulvérisation. Dans certaines conceptions, le temps de réponse est amélioré grâce à une capacité de feed-forward intégrée. Et surtout, l'installation et la maintenance sont beaucoup plus simples puisqu'il n'y a qu'un seul dispositif à gérer. Il existe plusieurs conceptions de vannes de conditionnement de vapeur exploitant ces avantages, et nous allons en examiner les exemples représentatifs. Je vais vous présenter les caractéristiques des vannes de conditionnement de vapeur. Cette vanne est un dispositif de contrôle de la pression et de la température de la vapeur à la pointe de la technologie, intégrant ces deux fonctions au sein d'une seule unité d'éléments de régulation. Face à l'augmentation des coûts énergétiques et à des exigences d'exploitation d'usines plus rigoureuses, le besoin d'un meilleur contrôle de l'état de la vapeur s'est accru, et c'est précisément à ce besoin que répond la vanne de conditionnement de vapeur. De plus, par rapport à l'utilisation séparée d'un désurchauffeur et d'une station de réduction de pression équivalent, elle offre un meilleur contrôle de la température et une réduction du bruit améliorée, tout en imposant moins de restrictions de tuyauterie et d'installation. Les conceptions de vannes de conditionnement de vapeur peuvent varier considérablement selon les applications à traiter, et chaque conception possède des caractéristiques ou des options spécifiques pour fonctionner efficacement sur une large gamme de conditions et selon les exigences spécifiées par le client. Voici l'aspect extérieur de la vanne de conditionnement de vapeur, qui optimise et régule l'état de la vapeur. Je vais vous expliquer la structure de la vanne de conditionnement de vapeur présentée à la figure 7 à 8. Cette vanne combine le contrôle de la pression et de la température en une seule unité. Lors de son développement, des outils d'analyse par éléments finis, FEA, et de mécanique des fluides numériques, CFD, ont été utilisés pour optimiser les performances opérationnelles et la fiabilité globale de la vanne. Grâce à sa conception robuste, elle est capable de gérer les pertes de charge totale du flux principal, tandis que sa configuration flow-up, associée à la technologie de réduction du bruit des vannes de régulation, empêche la génération de bruit et de vibrations excessifs. La configuration simplifiée du trim, visible à la figure 7 à 9, permet de supporter les changements brusques de température, comme ceux rencontrés lors d'un déclenchement, trip, de turbine. Cette cage est traitée par sémentation pour maximiser sa durée de vie. Il s'agit d'une vue en coupe permettant de vérifier le cheminement du flux à l'intérieur de la vanne et la disposition des composants. Je vais vous présenter la configuration du trim interne et le collecteur d'eau de pulvérisation de la vanne de conditionnement de vapeur. La cage subit un traitement de durcissement superficiel pour garantir une durée de vie maximale, et elle est conçue pour pouvoir se dilater librement lors de variations thermiques brusques, c'est-à-dire des excursions thermiques. Le clapet est guidé en continu et utilise des revêtements à base de cobalt, servant à la fois de bande de guidage et pour assurer une fermeture étanche métal sur métal contre le siège. Un collecteur d'eau de pulvérisation est situé juste en aval de l'étage de réduction de pression. Ce collecteur dispose de buses de pulvérisation à géométrie variable activées par la contrepression, ce qui maximise le mélange et la vaporisation rapide de l'eau de pulvérisation. Ces buses de pulvérisation ont été initialement développées pour les systèmes de décharge du condenseur, dans lesquels la pression de la vapeur en aval peut descendre en dessous du niveau de saturation. Dans ce cas, l'eau de pulvérisation peut subir une vaporisation éclair, modifiant ainsi considérablement la caractéristique de débit et la capacité de la buse correspondante au point critique d'exploitation. Il s'agit d'une buse variable qui régule la quantité de pulvérisation en étant activée par la contrepression, back pressure. Je vais vous expliquer la structure de réponse à la vaporisation éclair des buses de pulvérisation à géométrie variable actionnées par contrepression, mentionnées précédemment. Si la pression de vapeur en aval descend en dessous du niveau de saturation et que l'eau de pulvérisation subit une vaporisation éclair, la capacité et les caractéristiques d'écoulement de la buse changent brusquement à un point critique du fonctionnement. Pour éviter ce problème, une charge à ressort est appliquée au clapet à l'intérieur de la buse de pulvérisation. En cas de vaporisation éclair, cette charge à ressort pousse le clapet pour forcer sa fermeture, bloquant ainsi le phénomène de variation brusque de la capacité de la buse. Je vais maintenant vous expliquer le comportement de la buse et le mode d'injection de l'eau de pulvérisation lors d'une vaporisation éclair. Lorsqu'une vaporisation éclair se produit, la compressibilité du fluide change
et le ressort de la buse force alors la fermeture et la repressurisation de la colonne de fluide. Une fois cela fait, le fluide retrouve ses propriétés liquides et l'écoulement vers le condenseur est rétabli. La vanne de conditionnement de vapeur injecte l'eau de pulvérisation vers le centre de la tuyauterie et non vers la paroi du tube, et le nombre de points d'injection varie selon l'application. Dans les cas où les différentiels de pression de vapeur sont élevés, la taille de la sortie de la vanne augmente considérablement pour s'adapter au volume massique plus important. Par conséquent, un nombre accru de buses est disposé autour de la circonférence de la sortie, permettant une distribution plus uniforme et complète de l'eau de pulvérisation. Passons maintenant à refroidisseur. Voici la configuration du refroidisseur de vapeur pour refroidir efficacement la vapeur à haute température. Je souhaite vous présenter la plage de performance offerte par le trim simplifié, ainsi que la configuration du refroidisseur de vapeur qui sépare le contrôle de la pression de la réduction de la température. Grâce à la disposition simplifiée du trim de la vanne de conditionnement de vapeur, son champ d'application peut être étendu à des classes de pression plus élevées, c'est-à-dire jusqu'à la classe ANSI 2500, ainsi qu'à des températures de service plus hautes. Sa configuration de clapet équilibré assure une fermeture étanche de classe V et une caractéristique de débit linéaire. Cette vanne utilise généralement des actionneurs à piston pneumatique haute performance combinés à un contrôleur de vanne numérique pour effectuer une course complète en moins de 2 secondes, tout en maintenant une réponse par palier très précise. Lorsque la tuyauterie l'exige, la vanne de conditionnement de vapeur peut être fournie sous forme de composants séparés, permettant le contrôle de la pression dans le corps de vanne et la réduction de la température dans un refroidisseur de vapeur en aval. Le refroidisseur de vapeur est généralement utilisé lorsque l'application nécessite une séparation des fonctions de réduction de pression et de désurchauffe. Je vais vous expliquer la structure interne du refroidisseur de vapeur, puis nous passerons au sparget de vapeur. Le refroidisseur de vapeur est équipé d'un collecteur d'alimentation en eau, lequel peut être composé de plusieurs collecteurs. Ce collecteur alimente en eau de refroidissement un certain nombre de buses de pulvérisation individuelles installées dans la paroi du tube de la section de sortie. Il en résulte une pulvérisation fine injectée radialement dans la forte turbulence de l'écoulement axial de la vapeur. La combinaison d'une large surface de contact de l'eau et de la forte turbulence de la vapeur permet un mélange très efficace et une vaporisation rapide. Ensuite, le sparget de vapeur est illustré aux figures juillet 2012 et juillet 2013. Il s'agit d'un dispositif de réduction de pression utilisé pour évacuer la vapeur en toute sécurité vers le condenseur ou le conduit d'échappement de la turbine. Il s'agit d'un sparget utilisant la technologie de contrôle du bruit par trou percé, Dryéol, pour supprimer le bruit généré lors de l'injection de vapeur. Il s'agit d'un sparget de vapeur dont l'écoulement est stabilisé grâce à la technique de perte de charge multi-étage, multistage. Passons maintenant à bypass de turbine. Je vais vous présenter le sparget de vapeur et le système de bypass de turbine. Le sparget de vapeur est un dispositif de réduction de pression utilisé pour évacuer la vapeur en toute sécurité vers le condenseur ou le conduit d'échappement de la turbine. Le figure 7 à 12 est un sparget appliquant une technologie de contrôle du bruit par trou percé et le figure 7 à 13 est un sparget utilisant une technique de perte de charge multi-étage. Le sparget n'est pas un simple composant d'évacuation, mais remplit plusieurs rôles simultanément. Il crée une contre-pression du côté de la vanne de bypass de turbine, limite la vitesse de la vapeur et permet ainsi de réduire la taille de la tuyauterie entre la vanne de bypass et le sparget. Pour ces raisons, la conception du sparget est un facteur déterminant pour le bon fonctionnement du système de bypass de turbine. De plus, pour répondre au bruit induit par l'écoulement, des technologies de réduction du bruit peuvent être appliquées. Non seulement la conception du sparget, mais aussi son mode d'installation sont des éléments clés qui déterminent le bruit total du système. Enfin, je précise que le système de bypass de turbine est une configuration qui a évolué au cours des dernières décennies, parallèlement au changement des modes d'exploitation des centrales électriques. Je vais vous expliquer le rôle concret du système de bypass de turbine. Ce système est utilisé couramment dans les centrales électriques où les opérations exigent une réponse rapide aux fortes variations de la demande énergétique. Une journée type d'exploitation d'une centrale pourrait commencer à charge minimale, augmenter jusqu'à la pleine capacité pendant la majeure partie de la journée, redescendre rapidement à la production minimale, puis remonter à pleine charge, le tout en l'espace de 24 heures. Les chaudières, les turbines, les condenseurs et autres équipements associés ne peuvent pas répondre correctement à des changements aussi rapides sans une forme de système de bypass de turbine.
L'essentiel de ce système est qu'il permet d'exploiter la chaudière indépendamment de la turbine. En mode de démarrage ou lors d'une réduction rapide des besoins de production, le bypass ne se contente pas de fournir un chemin d'écoulement alternatif pour la vapeur, mais il conditionne également la vapeur pour qu'elle atteigne le même niveau de pression et de température que ce normalement produit par le processus de détente de la turbine. Abordons maintenant la manière dont le bypass de turbine protège les installations et les avantages économiques qu'il procure. En fournissant un chemin d'écoulement alternatif pour la vapeur, le système de bypass protège la turbine, la chaudière et le condenseur contre les dommages pouvant résulter de variations thermiques et de pression. C'est pour cette raison que de nombreux systèmes de bypass de turbine exigent des temps de réponse d'ouverture-fermeture extrêmement rapides pour une protection maximale des équipements. Cela est réalisé grâce à un système d'actionnement électro-hydraulique, ou EHS, qui fournit à la fois la force et le contrôle nécessaires à une telle opération. De plus, lors de la mise en service d'une nouvelle centrale, le système de bypass de turbine permet le démarrage et la vérification de la chaudière séparément de la turbine. Cela permet des démarrages de centrales plus rapides, ce qui se traduit par des gains économiques attractifs. De plus, cette configuration en boucle fermée empêche la perte d'eau d'alimentation traitée dans l'atmosphère et réduit les émissions de bruit vers l'environnement. Je vais résumer les composants du système de bypass de turbine à l'aide du figure juillet 2014. En regardant la liste des équipements, on trouve premièrement les vannes de vapeur de bypass de turbine HP, deuxièmement les vannes de régulation d'eau et d'isolement de bypass de turbine HP, et troisièmement le système électro-hydraulique EHS. Ce système électro-hydraulique se compose à son tour de la logique de commande électrique, de la logique de commande hydraulique, des accumulateurs et du système d'alimentation des accumulateurs, de l'unité de puissance hydraulique, de l'armoire de commande, ainsi que des actionneurs à piston et des vannes proportionnelles. Si l'on regroupe l'ensemble du système, 3 éléments sont essentiels: les vannes de bypass de turbine, les vannes de régulation d'eau de bypass de turbine et le système électro-hydraulique. Les vannes de bypass de turbine, qu'elles soient pour des applications basse pression ou haute pression, sont généralement des vannes de conditionnement de vapeur à conception manifold, comme décrit précédemment, et possèdent une performance de fermeture étanche de classe V. Voici le schéma du système de bypass qui permet d'évacuer ou de récupérer la vapeur directement sans passer par la turbine. Je vais maintenant vous expliquer les cas où les vannes de bypass sont configurées séparément, ainsi que les vannes de régulation d'eau. En raison d'exigences d'installation particulières, ces vannes à conception manifold sont parfois divisées en 2 parties. L'une est la partie de la vanne chargée de la réduction de pression, et l'autre est la section du refroidisseur manifold de sortie, laquelle est placée plus près du condenseur. Cependant, quelle que soit la configuration, une solution rentable consiste à placer un dispositif à orifice fixe, généralement un spargé, en aval pour effectuer la réduction de pression finale, afin de minimiser la taille de la tuyauterie de sortie vers le condenseur. En examinant le reste de la liste des équipements, on trouve quaternariement les vannes de vapeur de bypass de turbine BP, cinquièmement les vannes d'eau de bypass de turbine BP, et sixièmement, en option, les vannes d'arrêt de vapeur de bypass de turbine BP. Enfin, les vannes de régulation d'eau de bypass de turbine contrôlent le débit d'eau vers les vannes de bypass. Pour des raisons de protection des équipements, il est impératif que ces vannes assurent une fermeture étanche de classe V. Je souhaite maintenant vous présenter le système électro-hydraulique, qui est chargé de l'actionnement des vannes. Ce système joue le rôle de déplacer concrètement les vannes. En examinant ses composants principaux, on peut les diviser en 3 catégories. Premièrement, les actionneurs hydrauliques, qui effectuent l'actionnement réel. Deuxièmement, l'accumulateur hydraulique et l'unité de puissance, qui stockent et fournissent l'énergie hydraulique. Troisièmement, l'unité de commande et la logique d'exploitation, qui dirige et gère le fonctionnement du système. Ces 3 éléments fonctionnent ensemble pour actionner les vannes de manière précise et rapide.